Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue dans ce 1945 sur ITV. Dans l'actualité de ce jeudi, une commémoration. Cela fait un an aujourd'hui depuis les événements de mars 2020. L'affaire Sweet Beauty a été à l'origine de violences inouïes. 14 personnes déclarées officiellement mortes et le procès est toujours en attente. Nous reviendrons sur cette affaire Ousmane Sonko a dit ça en début de journal. Ouverture ce jeudi du prolongement de la VDN 3 à la veille de l'appel de Seydina Limamoulaye. La circulation est désormais autorisée sur l'axe qui traverse d'ailleurs Cambérène. Nos équipes y ont fait un tour, des réactions de satisfaction à suivre. Ensuite, Pape Ibrahim Ndiaye nous fait voyager dans les îles du Saloum, l'une des plus belles localités du Sénégal. Là-bas, l'eau constitue un grand atout pour les femmes. Elles nous ont invités dans leur univers de transformation de produits halieutiques. Les femmes également à l'honneur dans la rubrique culture de ce soir à découvrir le festival film Femmes Afrique. Ce sera en fin d'édition avec Awa Diop. Bienvenue à tous. Un an depuis les événements de mars 2020, à l'origine, une histoire de viol impliquant le leader politique Ousmane Sonko et une jeune masseuse Adissa, des scènes de violence inouïes et surtout inédites causant la mort de 14 personnes selon les chiffres officiels. L'affaire est toujours pendante et c'est encore frais dans la mémoire de beaucoup de Sénégalais. Illustration dans ce reportage de Mme Abdougaï Kassé. 14 jeunes tués, des magasins mis à sac, des grandes surfaces dévalisées, des voitures saccagées, des édifices publics incendiés. Une période sombre dans l'histoire du Sénégal dont se souvient ce monsieur. Il qualifie les événements de mars de malheureux. Ce sont des événements vraiment douloureux et regrettables. Vraiment. On ne souhaite pas que ça ne se répète plus dans notre ville. Un an après, il réclame justice pour les 14 victimes de ces manifestations et la tenue d'un procès pour vider l'affaire Sonko Adji Sarr pour le bien du pays. On doit statuer sur ça. Bon, je ne sais pas, si ce sont les autorités qui doivent faire ça, ils n'ont qu'à le faire. Et puis et très rapidement, parce qu'il y a la loi, et puis il faut que justice soit rendue sur ça. Parce qu'il y avait beaucoup de morts ce jour-là. Des dégâts matériels, des dommages et vraiment, on souhaitait vraiment que ça soit réglé très rapidement là. À quelques encablures de Sandaga, cette fille et sa mère tiennent le restaurant resté fermé, tout comme leur domicile lors des manifestations. Ces événements nous ont terrorisés. J'habite en face de la place de l'Obélisque. Notre maison a été restée fermée pendant toute cette période, notre restaurant également. Nous restons confinés chez nous à cause de la situation délétère qui prévalait à Dakar. C'était trop difficile. Il faut que la justice fasse son travail pour ne pas que les vieux démons renaissent. Les événements de mars ont laissé des traces post-traumatiques chez ce coursier. Il est pour la tenue d'un procès équitable. Il faut qu'un procès équitable soit organisé pour que la vérité éclate au grand jour. Il le faut car c'est une affaire qui perturbe encore la conscience des Sénégalais. Les événements de mars restent ancrés dans la tête des Sénégalais qui n'ont jamais rien vécu de tel. Un an après, ils sont tous unanimes. Le droit doit être dit. Il n'y a toujours pas de procès, Mme Abdougaï Kassé. Beaucoup s'interrogent. Mamadou Mignane Diouf du Forum social est favorable à la création d'une commission d'enquête pour rétablir la vérité, joint par Papa Lunsar. Il a aussi évoqué la question de l'indemnisation des familles des victimes. Écoutez. Juste regretter la vie de ces personnes qui nous ont quittés dans ces conditions abominables. Je crois que la justice sénégalaise va faire son travail comme cela se doit. Je n'ai pas le secret de l'agenda de la justice, mais à mon avis, quel que soit ce qui va aller, tout le monde a besoin que ce dossier soit vidé d'une façon ou d'une autre. Et je crois que
Si le Sénégal est un pays de démocratie, comme on dit, bon, il va falloir donc certainement vider ce dossier, que l'on sache où se trouve la vérité et comment éventuellement dédommager les familles des personnes qui ont perdu leur enfant. Comme je dis, personne ne sait pourquoi jusqu'ici la justice sénégalaise n'a pas fait son travail. Mais personne ne comprend le mutisme, le silence dans ce dossier-là. Donc il faudra maintenant qu'on voie comment la justice peut s'en saisir et évacuer et vider ce dossier-là. Que la justice fasse son travail. Je ne veux pas m'aventurer à penser une pensée personnelle et plutôt personnelle. Je souhaite, comme beaucoup de Sénégalais, que la justice vide ce dossier devant l'opinion publique sénégalaise. Et nous parlons maintenant de ces remous à la poste. Les travailleurs lancent une nouvelle alerte puisque les choses ne sont pas évoluées depuis lors. Un nouveau plan d'action n'est pas exclu. C'est ce qu'a fait savoir le secrétaire général du comité sectoriel de la poste, Ibrahim Sarr, qui répondait aux questions de Pape Madjahate Sarr. Nous constatons des retards inhabituels dans le paiement des salaires des travailleurs. D'habitude, on percevait le salaire avant la fin de mois. Aujourd'hui, on le perçoit le mois suivant. Parfois, on vire même le salaire dans les bureaux de poste où les travailleurs doivent percevoir. Il n'y a pas de liquidité pour payer les salaires. Nous avions aussi fait des conclaves pour diagnostiquer le problème, mais aussi proposer des solutions destinées à l'autorité qui aujourd'hui adopte un silence inquiétant. Nous détectons de ce silence de l'État une stratégie du pourrissement de la situation. Laisser la situation envenimer pour ensuite proposer une liquidation, parce que la liquidation de la poste ne sera pas une chose facile. Dans les jours à venir, vous verrez que d'autres formes de lutte vont être adoptées et ils vont s'intensifier au niveau national comme au niveau international. Parce qu'à la tête de cette entreprise, aujourd'hui, nous avons un directeur général qui est vorace, qui fait l'objet d'une mauvaise gestion, mais qui du reste est paresseux. Il ne mène aucune action allant dans le sens à sortir la poste dans le gouffre où elle se trouve actuellement. Tout autre chose maintenant, le Khalif général des Niassen réagit aux propos de l'imam Sall à l'endroit de la communauté chrétienne du Sénégal. Cheikh Mohamed Mahi Ibrahim Niass appelle à limiter les propos de ce genre et à favoriser le savoir et la connaissance, une réaction recueillie par Abdourahmane Ly. Mais Cheikh vraiment daf mi daan wax ñu jàngal mu ne jàng leen. Cheikh Ibrahim Niass nous incitait souvent à être des soldats du savoir. Il nous disait d'apprendre car un jour viendra, notre avis va compter, que nous n'aurions pas le choix, que nous devrons donner notre avis sur la marche du monde. Aujourd'hui, c'est le plus grand problème. Il ne faudrait pas que l'on insulte l'intelligence des gens, ayant des avis basés sur une connaissance que personne n'osera réfuter. Aujourd'hui, chaque Sénégalais a un rôle important à jouer dans la bonne marche du pays. Donc faisons de sorte de remplir pleinement ce rôle dans la paix et dans la concorde. Je vous explique. Le Sénégal est un pays qui a été avantagé par le Tout-Puissant. Combien de nationalités sont présentes sur le sol sénégalais pour notamment des ziyaras? Le Sénégal est aujourd'hui donc un lieu de pèlerinage. Ce n'est rien d'autre que la volonté de Dieu. Mais les Sénégalais le comprennent-ils de la sorte? Mais est-ce que Sénégalais yi àgg nañ ci niveau boo xam ne xam nañ teraanga boobu yàlla defal na leen. Des propos tenus avant son départ pour le Gabon du Nigeria, Cheikh Ibrahim Niass a également donné son avis sur la situation en Ukraine. Il craint une troisième guerre mondiale et c'est pour cela qu'il explique que tout ceci, il considère que tout ceci est la conséquence de la non-maîtrise des hommes politiques actuels. À noter également que cet entretien est à suivre en intégralité ce soir à 22h sur ITV. Demain, nous allons tous répondre à l'appel de Seydina Limamou Moulaye, le chef de l'État à cet effet rendu visite au Khalife des Layènes. Macky Sall a renouvelé son intérêt à la communauté, puis également
son vœu de paix, d'entente sociale et religieuse à Midiouf et Mafalfal pour le compte rendu de cette visite. C'est dans cette ambiance que le président Macky Sall et sa délégation ont été accueillis chez le Khalife des Layènes, une visite pour renouveler son engagement et sa solidarité à la communauté layène. Je salue toute la communauté layène. Je suis venu aujourd'hui avec ma délégation pour l'appel de Seydina Limamou Laye, qui est un grand événement pour la religion musulmane et qui est même devenu international. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui pour réitérer notre engagement envers la communauté layène. L'islam, ci bërëb bi muy Cap-Vert bokk na ci ñi nga xam ne ñoo fi gën a taxawal l'islam gën ko mandargaan. Son discours a surtout porté sur la paix et la solidarité entre les religions du Sénégal. Le président fustige les propos de Imam Lamine Sall à l'encontre de la communauté chrétienne. Diine l'islam tey liñ ci teg daf ko bëri ku jóg mbubboo l'islam ku jóg wax ci waxu l'islam ba di ci teg loo xam ne. Le Sénégal est un pays de paix et de solidarité. Nous disons non à la guerre des religions. C'est pourquoi je fustige les propos tenus par un certain imam sur un plateau de télé. Je pense également que cette solidarité doit perdurer au Sénégal, sans quoi des sanctions vont suivre. Tout simplement, je le dis solennellement. Au nom du Khalife général, le porte-parole Mamadou Lamine Laye a exprimé son satisfaction. Monsieur le président de la République, nous Nous saluons cette initiative, Monsieur le Président de la République. Nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous. Cela signifie que la paix règne au Sénégal et on ne peut pas avoir une guerre entre ethnies ou religions, ce qui serait inacceptable chez nous. La communauté layène va célébrer le 142e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye les 4 et 5 mars 2022, une occasion pour le chef de l'État de renouveler encore son soutien à la communauté layène. L'appel de cette année a également ouvert les voies de la VDN 3. Après plusieurs années de travaux, le prolongement de la voie de dégagement nord est désormais ouvert à la circulation. Les automobilistes applaudissent, les riverains également, puisqu'ils ont longtemps subi les embouteillages et déviations sur cet axe. Mamsé Naboubabou et Séléman Diallo, reportage. Rouler tranquillement, plus d'embouteillage à Cambérène. Le prolongement de la voie de dégagement nord section Cambérène, ouvert depuis mercredi, a rendu la circulation plus fluide au grand bonheur des automobilistes. Cet axe jadis difficile a un tout nouveau visage. Cet habitant ne cache pas sa joie. La circulation a toujours été dans ces dernières années. J'avais une voiture, mais j'étais obligé de la revendre parce que c'était tout simplement impossible. La marche était beaucoup plus rapide. Nos quartiers sont trop étroits, mais les voitures y passaient pour contourner alors que les enfants ont l'habitude de jouer dehors. Ce matin, quand j'ai vu l'autopont, j'étais très content. Cet automobiliste explique qu'il perdait beaucoup de temps et de carburant en passant par Cambérène. Il ne peut que s'en réjouir. Nous étions vraiment pressés que les travaux de l'autopont finissent. On perdait une quarantaine de minutes, que ce soit à l'aller ou au retour. C'était très difficile à cause des embouteillages. On perdait également du carburant. Nous sommes très contents. C'était la croix et la bannière pour passer par Cambérène. Les automobilistes y perdaient du temps, mais aussi les usagers du transport en commun étaient obligés de payer cher pour trouver un moyen de transport. Les riverains, pour leur part, s'inquiétaient pour leurs enfants, puisque les voitures contournaient dans les quartiers pour échapper aux embouteillages.
Nous parlons toujours de transport aérien, cette fois avec cette annonce du directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. La construction d'un aérogare de fret et d'un centre de maintenance. Et selon tout cas, l'AIBD veut conquérir la sous-région et même au-delà. Le voici. C'est vrai que nous sommes revenus la semaine dernière d'un voyage au Qatar où les autorités nous ont dit qu'ils souhaitaient que AIBD continue ses investissements pour se positionner comme un des aéroports hub de Qatar Airways, qui est aujourd'hui la première compagnie aérienne en termes de fret. Et donc c'est important de pouvoir les attirer, les accueillir. Et justement ces investissements dont je parlais tantôt, vous le savez, nous allons construire dans quelques semaines, donc vous allez revenir ici certainement pour assister au lancement des travaux de l'aérogare de fret. Dans quelques semaines, vous allez venir pour assister au lancement des travaux du centre de maintenance, puisque aujourd'hui le financement est complètement bouclé. Nous sommes en train de préparer le démarrage des réalisations et des travaux. Donc tous ces investissements militent pour qu'une grande compagnie comme Qatar Airways puisse positionner Dakar comme son hub, comme son aéroport tampon pour rallier l'Asie à l'Amérique du Sud ou l'Asie à l'Amérique du Nord. Donc c'est ça, c'est pour dire l'importance de la stratégie du président de renforcer les investissements pour repositionner notre aéroport comme un hub touristique, mais aussi un hub logistique. La ville de Rufisque va accueillir cette année la 31e édition du concours national de dictée. 16 inspections d'académie du Sénégal seront en compétition et au final 2 lauréats seront désignés pour représenter le Sénégal au Canada et ce sera le mois prochain. Plus de détails avec l'inspecteur de l'académie de Rufisque, Mamadou Diop, au micro de Babacar Seck. Nous sommes en train de vivre la phase nationale. Il y aura après une phase internationale qui va se dérouler au Canada, qui devrait se dérouler normalement le 22 mai. Donc c'est une grande manifestation que le Rufisque a l'honneur d'accueillir. La dictée se fait d'abord au niveau école. Au niveau des écoles, chaque classe de CM2 ou CM1 propose un élève. Le directeur organise et sort de ce groupe-là 2 élèves. L'ensemble des classes de CM2 de l'IF, ces élèves-là vont se rendre au niveau de l'IF pour faire la phase IF. De là aussi vont sortir des élèves, 2 par IF. À Rufisque, nous avons 3 IF et ils étaient 6. On les a conviés ici le mercredi 9 février et ils ont composé et il y a 2 qui sont sortis de ces là. Ça va se passer de la même façon dans les autres inspections d'académie. Vous savez, nous vivons un peu l'ère de l'informatique et pratiquement les élèves ont... je ne dis pas on cessé arrêter de lire, mais ils lisent de moins en moins. Et la dictée participe de ce qui stimule un peu cette lecture-là. On veut inciter les élèves un peu à fréquenter les livres plutôt que de rester scotché à le smartphone ou bien un peu être toujours en contact avec l'Internet. C'est pourquoi cette compétition-là quand même est stimulante et donne envie aux élèves quand même d'aller visiter les grands auteurs, aussi bien au niveau international qu'au niveau du Sénégal. La note politique de ce 1945, une évaluation des élections locales de janvier dernier effectuée par la Confédération pour la démocratie et le socialisme. Ses membres ont analysé notamment la défaite de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar dans certaines grandes villes. Le compte-rendu est signé Mamadou Sy et Augustin Mandan. La Confédération pour la démocratie et le socialisme affirme que la coalition Benno Bokk Yakaar est sortie largement vainqueur des locales malgré la perte de certaines grandes villes, une défaite liée à plusieurs manquements. Les chiffres démontrent une énorme campagne dont le but est d'inventer une victoire médiatique de la coalition Yewwi Askan Wi. La réalité est que les électeurs ont voté massivement pour les listes de Benno Bokk Yakaar. Le pouvoir a été sanctionné dans ces grandes villes du fait d'une insuffisante prise en compte de la jeunesse, du fait aussi du coût de la vie, des accusations de malgouvernance, de la perception négative de la transhumance, de la déclaration malheureuse liant les résultats des élections avec le 3e mandat du président de la République, la campagne pour la criminalisation de l'homosexualité et aussi de l'arrogance de certains responsables de la majorité.
La CDS exhorte la coalition Benno Bokk Yakaar à tirer les leçons de ces élections et à changer de démarche pour remporter les élections législatives. Benno Bokk Yakaar doit tirer toutes les leçons de ces élections, circonscription par circonscription. Il s'agit d'une alerte sérieuse qu'il ne convient ni de banaliser ni de survaloriser. La CDS exhorte Benno Bokk Yakaar en direction des élections législatives, après une analyse lucide des résultats, à consolider les acquis, changer de méthode et de démarche, renforcer son unité et sa cohésion, notamment à la base pour une victoire éclatante aux prochaines élections, afin de mieux répondre aux préoccupations des Sénégalais. La Confédération pour la démocratie et le socialisme entend pour sa part travailler pour le renforcement de l'esprit patriotique. Elle invite les autorités à donner une oreille attentive à la jeunesse. La CDS compte poursuivre sa dynamique d'unification de la gauche et ambitionne de conquérir le pouvoir. Et je l'annonçais en titre, ce petit voyage en images dans les îles du Saloum où la modernisation de la transformation des ressources halieutiques gagne du terrain en collaboration avec des partenaires comme la FAO. Les femmes de la zone utilisent désormais les machines modernes pour transformer les huîtres et autres ressources de la mer. Un processus qui leur permet de labelliser leurs produits afin de les vendre à Dakar ou dans les pays de la sous-région. Reportage dans les îles du Saloum, Pape Ibrahima Ndiaye et Mafalfal. Des plus petits aux plus grands, tout tourne autour de la mer dans ce village ouvert aux îles du Saloum. À Niodior, la plupart des hommes sont des pêcheurs et les femmes exploitent les merveilles de la nature, mais avec des méthodes qui ont évolué dans le temps. Ces méthodes traditionnelles ont cédé place aux pratiques modernes. Dans cette unité de transformation de produits halieutiques, rien n'est laissé au hasard, de la collecte de la matière première à la commercialisation, un protocole est suivi à la lettre dans un contexte de pandémie Covid-19. Matière première, parce que matière première, il faut Le processus débute par la recherche de la matière première en mer. Arches, huîtres, crevettes et autres produits halieutiques. Mais nous faisons notre possible pour avoir une taille commerciale. Après réception, s'ensuivra le nettoyage parce que les crustacés consomment énormément de déchets en mer. Donc, il est important de bien les nettoyer et faire des dégorgements de la matière première. Ces doses de modernité a un objectif précis. Les transformatrices veulent faire la différence, asseoir leur assise sous-régionale et conquérir le marché mondial. Parce que bu jamono di dox da ngay and ak mom dox muy valorisation di L'objectif est de pouvoir commercialiser nos produits dans les grandes surfaces et dans les foires internationales parce que beaucoup d'étrangers venaient ici pour acheter nos produits et les revendre à l'étranger. Ici ajoute la concurrence qui nous pousse à respecter toutes règles d'hygiène pour faire la différence. C'est grâce aux partenaires comme l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture que le visage de la transformation des produits halieutiques a changé. L'initiative pêche côtière en Afrique de l'Ouest a tracé la voie avec l'appui du Fonds mondial pour l'environnement. En fait, le suivi, nous le faisons d'abord par la formation, parce qu'en fait, nous renforçons d'abord les compétences des femmes, mais nous faisons de telle sorte que les femmes à qui on a donné des formations puissent, elles, à leur niveau, transmettre ces connaissances-là à d'autres femmes. Comme vous le savez, les îles du Saloum sont très grandes et il se trouve que nous ne pouvons pas travailler avec toutes les femmes de toutes les localités, mais si on cible une localité et qu'on forme ces femmes-là, les autres femmes pourront en bénéficier à travers un transfert de compétences et aussi de capacités. Après une journée de dur labeur, les résultats obtenus et exposés comblent de bonheur
ces femmes transformatrices de Niodior. Une activité qui leur permet d'aider leur famille et de préserver les ressources de la mer au profit des générations futures. Et dans le reste de l'actualité, des hommages rendus aussi à une femme qui pendant longtemps a été la figure de l'ONG Article 19. Fatou Diagne Senghor quitte son poste de directrice. Ses collaborateurs lui ont donc rendu hommage, des moments partagés avec nos reporters Aïssatou Kane et Barasso. Un pot d'adieu avec un pincement au cœur, mais adouci par des témoignages forts dans la joie et le partage. Fatou Diagne Senghor, initiatrice d'Article 19 à Dakar, part avec le sentiment du devoir accompli après 12 ans d'engagement pour la défense de la liberté d'expression et l'accès à l'information. De pouvoir dire au revoir à mes collègues, un peu aussi triste de voir les quitter après tant d'années de compagnonnage, mais je pense que c'est un sentiment aussi de satisfaction. On a eu à accomplir une mission, nous étions là pour un travail et j'ai tenu à mettre en place ce bureau à travers le soutien des collègues. Nous avons réussi en Paris, la fondation est bâtie. Maintenant, je pense que le reste, les collègues vont pousser pour d'autres aventures et d'autres défis. Son abnégation, sa générosité, son professionnalisme et tant d'autres qualités unanimement saluées. Madame Senghor est quelqu'un d'extraordinaire. C'est d'abord son leadership qu'il faut saluer. Elle a pris l'initiative avec beaucoup de courage. Elle a construit toute cette institution avec le bureau régional à Dakar. Mais au-delà du travail, ce qu'elle a accompli sur le plan professionnel, c'est quelqu'un qui est allé au-delà de l'engagement professionnel. C'est quelqu'un qui a risqué sa vie dans la défense de la démocratie et de la liberté d'expression. L'aventure continue pour Fatou Diagne Senghor, son nouveau combat, aider les Gambiennes à s'impliquer davantage dans la politique. Bon, dans le court terme, je retourne en Gambie un peu. Je continuerai à travailler pour soutenir les femmes, surtout en politique. Bon, je prendrai un peu une autre casquette et parce que je pense que c'est important que les femmes soient en politique, qu'elles siègent dans ces instances de décision et qu'elles puissent être bien représentées. Donc je travaille beaucoup sur les femmes, à soutenir les femmes politiciennes qui veulent aller à la conquête du pouvoir. Le parcours, parsemé d'embûches de Fatou Diagne Senghor, est récompensé aujourd'hui par ses collègues, familles, amis et partenaires qui lui souhaitent tous bon vent. Et nous faisons le point rapidement sur la situation en Ukraine. Au 8e jour de l'offensive de Moscou, Vladimir Poutine estime que l'opération militaire en Ukraine se déroule comme prévu. Quelques heures plus tôt, le président français Emmanuel Macron, qui s'est entretenu avec Vladimir Poutine, a affirmé que le pire est à venir. En Ukraine, les autorités ont confirmé que l'armée russe avait pris le contrôle de la ville de Kherson au sud, proche de la Crimée. Une délégation ukrainienne a entamé en milieu d'après-midi un nouveau round de négociations avec les Russes en Biélorussie. Elle souhaite négocier des couloirs humanitaires avec Moscou. La suite du journal. Depuis le 25 février dernier, Dakar conjugue le cinéma au féminin à travers notamment le 5e festival film Femmes Afrique. Le centre Yenenga de Grand Dakar a abrité une table ronde sur la voix des réalisatrices sénégalaises et la représentativité des femmes dans le 7e art. Et c'est notre sujet culture de ce soir, signé Awa Diop et Augustin Mandor. Voilà.
Ces jeunes dames poursuivent leur bonhomme de chemin dans le secteur du cinéma depuis bientôt des années. Diana Bangom et Fama Ryan Sow ont signé les courts-métrages Fissures et Anonymes projetés à l'auditorium du centre Yenenga. S'en est suivi un débat d'idées riche en échanges et en informations. Celui-ci a porté sur la place des femmes dans le milieu du cinéma, une place faiblement occupée si l'on en croit Diana Bangom, réalisatrice de Fissures. Je ne pourrais pas dire que les femmes ne sont pas représentées dans le cinéma, mais quand même une représentation assez limitée. Elles ne sont pas très nombreuses, peut-être sauf si à l'exemple des actrices, il y en a beaucoup. Mais quand on parle de cinéma aujourd'hui, de techniciennes, elles sont moyennement représentées. Elles sont peu représentées dans ce milieu audiovisuel alors qu'elles ont beaucoup de compétences et surtout du talent à offrir. Ces filles et femmes du secteur bénéficient pourtant de discrimination positive. Alors déjà le milieu du 7e art de manière générale mondiale, c'est pas seulement au Sénégal, c'est beaucoup plus masculin que féminin. Il y a moins de réalisatrices, il y a moins de techniciennes, donc on en a beaucoup parlé, on a beaucoup débattu de droite à gauche, on a parlé de discrimination positive, de tout, de la manière dont forcément une femme ne raconte pas de la même manière une histoire qu'un homme, qu'on choisit beaucoup plus des femmes comme personnages principaux, des femmes fortes, des femmes qui se battent, des femmes qui prennent toute la place qui leur est due. L'autre constat, dans ce secteur, la plupart des femmes ne sont intéressées que par l'actorat, alors que les autres postes, surtout techniques, leur sont ouverts. Ici, la problématique de la formation, mais aussi et surtout la volonté de croire en ses capacités sont indispensables pour prendre cette place qui leur revient de droit dans les métiers du 7e art. Ça leur revient de se faire valoir et de montrer ce dont elles sont capables, les femmes aujourd'hui qui évoluent dans le milieu du cinéma. Parce que pour moi, elles sont hyper douées, elles ont ce pouvoir, cette capacité de s'affirmer et surtout de confirmer le talent dans ce que nous faisons. Non, je ne pense pas que ce soit les femmes elles-mêmes qui ne veulent pas travailler à certains postes ou quoi que ce soit. Il y a dans l'histoire du cinéma, de tous les métiers techniques, un côté où il faut de la force. Être caméraman avec à l'époque il y avait des caméras qui étaient extrêmement lourdes, donc il faut une certaine force. On se disait qu'une femme ne peut pas le faire, ce qui n'est pas forcément le cas. Il y a plein de femmes qui sont directeurs de photos et qui portent les caméras et qui ont la force. Il y a plein de femmes aussi perchistes, preneurs de son. Au cours de cette 5e édition du festival Film Femmes Afrique, prévu jusqu'au 12 mars, les initiateurs de ce festival vont aborder les questions liées aux femmes. Une quarantaine d'autres films venus de plusieurs pays seront également projetés pour susciter des discussions autour des problématiques auxquelles les femmes font face. Et au-delà des projections, masterclass et autres activités de cet événement, un hommage sera rendu à Safi Faye, la première cinéaste sénégalaise. Awa Diop sera avec vous demain et le reste du week-end pour le 19-45. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci à l'ensemble des équipes en régie et bonne suite des programmes sur ITV.